Acheter un bien immobilier, faire du locatif, acheter un immeuble de rapport, c'est parfois la question un peu folle qu'on se pose quand nos finances commencent à le permettre. Je m'appelle Stéphane Méco, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus issu d'une famille bourgeoise, et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous? Le but de ce podcast, c'est d'échanger avec vous sur un projet qu'on a en cours avec mon épouse, qui est l'achat de notre premier immeuble de rapport, qui va nous permettre comme ça de pouvoir évoluer davantage dans le monde du locatif et de l'immobilier locatif. Alors pour vous expliquer un petit peu qui je suis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'envie d'investir dans l'immobilier, pour moi, c'était dans un coin de ma tête finalement depuis l'adolescence. Je m'étais toujours dit que finalement, à 50 ans, je ferais du locatif. Alors ça peut paraître un peu étrange comme souhait d'un adolescent, mais en fait j'avais plutôt en tête l'image qu'un riche faisait du locatif, et du coup si je voulais devenir riche, il fallait que je passe par cette étape. Alors je suis issu d'une famille plutôt modeste sup on va dire, moyenne sup. Mes deux parents respectivement filles et fils d'ouvriers, ils ont tous les deux une bonne situation professionnelle, ma mère étant prof et mon père éducateur spécialisé. Depuis toujours dans la famille, le rapport avec l'argent a été très simple. Voilà, on en échangeait très facilement, il n'y avait pas de tabou. J'ai toujours su grosso modo combien mes parents gagnaient. On en parlait sans gêne, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Et on avait aussi toujours une confiance aveugle par rapport aux finances, dans le sens où si j'avais besoin de quelque chose, je prenais leur carte de crédit, je faisais ce que j'avais besoin comme achat. Ils étaient ok, il n'y avait pas de problème, et ils étaient surtout au courant que j'allais jamais faire d'abus et que j'allais jamais déconner avec leur carte. Tout paraît merveilleux, on va dire, dans le monde des bisounours, mais c'est également moi ce que je pensais finalement jusqu'à mon adolescence. Mais c'est au moment de l'adolescence, quand on a discuté un petit peu avec mes parents, qui sont venus m'expliquer un petit peu de comment ça se passait au niveau de leur crédit immobilier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents ont acheté une maison, donc la maison où moi j'ai vécu petit, on va dire, dans les années 80. Donc, les années 80, c'est les années un peu folles finalement, où chacun, dès qu'on avait un petit CDI, etc., on voulait acheter absolument son pavillon. Donc, chacun voulait son petit bout de terre à la campagne avec le petit jardin qui va bien. Et donc, ils sont partis dans cette même optique de vouloir acheter la maison. Donc, les banques de cette époque-là étaient plutôt sympas, puisqu'en fait, ils acceptaient assez facilement de faire des crédits immobiliers. Tout simplement parce qu'en face, ils alignaient un crédit à taux variable. Ce qui fait que du coup, on avait un taux très très bas en tout début de crédit. Et puis progressivement, enfin, à mesure que le temps passait, ça a augmenté jusqu'à atteindre des sommets vers la fin du crédit. Alors forcément, hein, le banquier, quand à cette époque-là, il enveloppe bien ça dans un joli papier cadeau, hein, puisqu'il leur indique que de toute façon, il n'y a pas de souci, puisque les rémunérations vont également augmenter au cours des 20 années du crédit. Donc du coup, finalement, ça va s'annuler entre l'augmentation du crédit et puis l'augmentation des salaires. Alors la vérité, c'est pas tout à fait le cas quand même. C'est-à-dire que le taux du crédit évolue beaucoup plus vite que les rémunérations. Et ce qui fait que du coup, les premières années, ça va plutôt, on arrive bien à rembourser les traites. Mais sur les dernières années, on arrive sur des taux qui sont complètement délirants. On était de tête, c'est de 12 ou 13% à la fin. Ce qui fait qu'on est vraiment sur un taux complètement délirant. Et ce qui fait augmenter progressivement finalement l'échéance mensuelle. Et donc ça peut poser un vrai gros souci. Donc ça, c'est vrai que c'est une première chose comment expliquer mes parents. Et finalement, je me suis rendu compte que la vie tranquille, qui paraissait en tout cas tranquille pour moi, c'était surtout le fruit de nuits blanches de la part de mes parents pour essayer de trouver des astuces pour finir correctement les mois, pour qu'on ne manque jamais de rien, parce que j'ai jamais manqué de rien dans ma jeunesse. Et finalement, je me suis dit qu'à un moment donné, moi, je voudrais pas ça. C'est-à-dire que plus tard, je veux réussir à faire différemment les choses pour pouvoir voilà, assurer davantage mes arrières et pas être pris au coup comme ça à la fin de mon crédit de résidence principale et ne pas galérer de la même façon qu'eux avaient pu galérer. Même si à l'époque je m'en étais pas forcément rendu compte, mais eux en fait en intérieur, ouais, ils avaient pas mal de stress lié à cette situation financière. Donc c'est pour ça que je t'ai toujours resté en tête avec ce fameux à 50 ans je ferai du locatif. Au moment où j'enregistre le premier podcast, on est en 2021, donc j'ai aujourd'hui 38 ans. J'ai pas attendu du coup mes 50 ans pour investir dans l'immobilier. Mais il faut avouer quand même que je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Je vous explique. Donc en fait, comme beaucoup de jeunes, nous on a commencé avec mon épouse à investir dans notre résidence principale.
Alors oui, hein, ça fait depuis que j'ai appris que ça faisait partie d'un vaste sujet qu'on pourrait évoquer dans d'autres podcasts à mon avis. Savoir s'il faut acheter ou pas sa résidence principale. Mais nous on a franchi ce pas-là donc en 2009. On a acheté un petit pavillon sans crédit, avec crédit pardon, et sans apport, c'est plutôt l'inverse. À l'époque, les taux étaient très élevés, hein, ce qui faut savoir qu'on était en 2009, donc les taux étaient à 5%. Donc 5% fixe, c'était un bon taux à l'époque. Et donc à cette époque-là, nous on a opté plutôt pour un taux qu'on appelle un taux KP1. Alors un taux KP1, c'est quoi? C'est un taux variable, mais qui peut prendre au maximum 1%. Donc ça veut dire qu'il peut aller à la baisse si jamais la situation économique tend les taux de remboursement vers la baisse, mais il peut augmenter dans un maximum de 1% au-dessus du taux, ce qui fait qu'on a signé nous un 3,86, donc 3,86 plus 1%, on était à 4,86 au maximum, et puis 4,86 au maximum, c'était déjà en dessous des taux fixes de l'époque. Donc on a contracté ce crédit et puis à un moment donné il y a une crise financière qui est passée par là et que les taux d'immobilier finalement sont complètement effondrés. Donc on a décidé de solliciter un courtier comme beaucoup, un courtier en prêt immobilier pour renégocier notre crédit et obtenir finalement un 83 fixe, ce qui était quand même beaucoup plus abordable qu'un 4,86. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que finalement ça n'a rien à voir avec notre immeuble de rapport. Tout simplement parce qu'on va se rendre compte que dans la vie il y a des rencontres inattendues qui peuvent nous donner un réel coup de boost. Et c'est ce coup de boost que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc pour nous ça a été le cas justement avec cette courtière, la courtière en prêt, où 2 ans plus tard finalement, suite à un changement de travail de ma part, ou qui dit changement de travail dit forcément une augmentation de salaire, je me suis rendu compte en fait que mon taux d'endettement qui était de 33% à l'origine avait baissé un petit peu, puisque forcément plus de revenus, donc ça a un impact direct sur le taux d'endettement. Et je me suis dit que finalement ces X% d'endettement gagné, je pourrais en faire quelque chose. Alors à la base je ne sais pas trop vers quoi partir. Mais j'entends des membres de ma famille qui commencent à discuter tout ça, j'entends mon entourage qui commence à parler de locatif, et je me dis tiens, pourquoi pas nous, on peut tenter la chose. Donc me voilà à commencer à rédiger un mail finalement à cette courtière où je lui demande un petit peu maladroitement comment on peut avancer. Est-ce qu'elle peut nous aider sur quelque chose dans ce projet-là, sachant que moi je suis totalement néophyte, j'y connais rien du tout en immobilier locatif. Et donc voilà, j'entends un petit peu une bouteille à la mer finalement avec cette courtière, en espérant qu'elle puisse me répondre favorablement. Puis c'est ce qui s'est passé, puisqu'elle m'a répondu assez rapidement, où elle m'a dit écoute, il n'y a pas de souci, on peut se voir, on peut se rencontrer, on peut en échanger, je vous propose un rendez-vous, puis on se rencontre. Donc je vais à mon rendez-vous, tout fier, tout sûr de moi, on va dire, dans ce nouveau projet et finalement ce rendez-vous qui pourrait changer finalement le reste de ma vie. J'y vais, voilà, bien confiant. Donc je lui explique un petit peu la situation, j'explique un petit peu les changements qu'il y a pu y avoir au niveau de ma rémunération, etc. Alors j'avais pris soin de venir avec quelques documents, j'étais venu avec des bulletins de salaire et puis mon avis d'imposition. Alors le futur me montrera qu'il faut bien plus d'éléments que ça pour pouvoir aller voir un courtier correctement ou même une demande de financement en banque, mais ça on en reparlera plus tard. Mais donc j'arrive tout comme ça, tout fier, puis elle regarde un petit peu toutes mes pièces, et assez rapidement finalement elle calme un peu l'ambiance en me disant tout simplement qu'elle me suivra pas dans le projet. Euh, Elle me suivra pas, donc moi je suis tombé un petit peu de ma chaise, je me dis merde, pourquoi m'avoir fait venir si finalement c'était pour rien, c'était un coup d'épée dans l'eau. Et puis en fait elle a pris le temps de m'expliquer. Elle m'a expliqué que de son côté, elle ne pouvait pas faire grand chose puisqu'en fait le crédit qu'on solliciterait allait être trop bas finalement, puisque nous on était parti sur un studio, donc on est plutôt aux alentours de 40-50 000 euros, et que pour un courtier en crédit immobilier, c'est pas forcément intéressant ce type de dossier. Donc elle ne pourrait pas présenter ce dossier-là, mais qu'elle avait quand même souhaité me voir pour pouvoir échanger, parce que finalement dans mon mail j'avais posé pas mal de questions et qu'elle avait envie finalement de me filer un coup de main. Donc elle reprend mes chiffres, elle vérifie tout ça, elle calcule, etc. Et puis au bout de quelques minutes, elle me regarde en me demandant tout simplement, pourquoi un seul studio? Pourquoi vous partirez pas directement sur 2 appartements qui permettraient... Donc moi j'étais un peu stupéfait, je lui ai expliqué que j'avais des doutes par rapport au taux d'endettement, par rapport au reste à vivre, est-ce que ça serait suffisant, est-ce que je pourrais assumer l'ensemble des coûts, etc.
Et puis donc elle a commencé à m'expliquer un petit peu le fonctionnement du locatif et notamment le fonctionnement des revenus, puisqu'on doit prendre un pourcentage finalement de ces revenus locatifs dans les simulations quand on quoi dans les entrées d'argent on va dire quand on fait des simulations de taux d'endettement. Et donc ça, c'est des choses que moi, j'avais pas forcément bien appréhendées. Elle m'a expliqué aussi rapidement un peu la fiscalité qu'on pouvait avoir sur du locatif, notamment le fait des taux réels pour déduire des travaux, d'aménagement, etc. Donc elle m'a expliqué pas mal de notions. Et puis à la fin, finalement, en échangeant, bah, elle me dit que pour elle, il y aurait une possibilité de financement à hauteur à peu près de 120 000 euros, ce qui permettrait d'ouvrir la porte à pas mal de choses. Alors 120 000 euros, pour moi, j'attendais pas tant, hein. C'est-à-dire que moi, j'étais parti pour avoir un petit crédit à 40 000. Là, demain, on me dit, voilà, c'est 120 000 euros. Ça change complètement la donne. Et puis, donc, son dernier conseil, ça a simplement été de me dire, bah, allez voir votre banquier habituel, expliquez-lui les chiffres que je vous ai donnés. Et j'ai aucun souci, je pense qu'il vous suivra les yeux fermés, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait de mon côté. Donc j'ai soumis tout ça à mon banquier habituel, on va dire. Et c'est grâce à cette intervention et plutôt grâce à ce temps qu'elle a mis pour moi à m'expliquer les choses que j'ai pu obtenir et que j'ai pu acheter un premier studio et un duplex. Donc on a bien acheté 2 biens immobiliers la première année grâce juste à un petit conseil. Alors vous voyez, ça a pris 10 minutes. Ces 10 minutes, c'est rien du tout. Et en 10 minutes, ça a balayé ce qu'on appelle les croyances limitantes. Les croyances limitantes, on va en parler au fur et à mesure de l'immobilier, parce qu'il y a énormément de croyances limitantes. Bah, c'est simplement de se dire non, c'est pas pour moi, non, c'est trop gros pour moi. Et donc ça, typiquement, ça fait partie de ces croyances limitantes. Et donc là, en 10 minutes, elle a réussi à lever ces croyances limitantes. Et voilà, de mon côté, j'étais complètement assez stupéfait finalement de pouvoir faire ça. Donc la première année s'est très bien passée au niveau du locatif. On avait choisi de gérer en direct avec mon épouse tout ce qui était choix du locataire, les baux, etc. Donc on a tout fait par nous-mêmes. Il n'y a aucun souci. Voilà, aucun impayé, aucune vacances locatives sur la première année, alors qu'on avait eu déjà du changement de locataire. Mais ça nous a posé aucun problème. Donc là, on était plutôt confiants. Euh, Pourtant, il faut avouer que c'était pas gagné à la base, hein, parce que c'est vrai que moi et mon épouse, on était assez morts de trouille par rapport à ça. Se dire est-ce que ça va pas trop vite, est-ce qu'il n'y a pas trop de choses à penser, est-ce qu'on va être capable d'eux. Et puis bah, finalement on s'en est très très bien sorti. Donc suite à un changement d'emploi cette fois-ci de mon épouse, bah, c'est pareil, on a eu de nouveau une petite fenêtre de tir où finalement bah, on pouvait encore se permettre de réinvestir dans un nouveau studio. Donc voilà, donc on commence nos recherches, etc. Mais on ne savait pas trop vers quoi partir. Du coup, bah, j'ai fait une deuxième rencontre, ou plutôt j'ai réactivé un deuxième contact. Cette fois-ci, c'était le contact de l'agent immobilier qui nous avait vendu les 2 premiers biens. Donc voilà, je vais simplement envoyer un petit message. Bonjour Martine, j'espère que vous allez bien. De notre côté, tout se passe pour le mieux. On est de nouveau à la recherche d'un studio à acheter. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous proposer? Voilà, assez basique, on va dire, pour reprendre contact avec notre agent. Et puis, sa réponse a été assez rapide. Bonjour Stéphane, ravi d'avoir de vos nouvelles. Un ou deux studios. Bonne journée. Euh, le fait qu'elle me pose la question un ou deux studios, moi personnellement, je m'étais pas posé la question. Alors sans doute peut-être encore une croyance limitante, j'en sais rien, mais pour moi c'était inaccessible d'avoir 2 studios supplémentaires. Et puis donc j'ai repris mes fichiers Excel, j'ai commencé à tout recalculer, à décortiquer, etc. Et puis en fait, oui, je me suis aperçu que 2 studios, ça pouvait passer. Et donc, on est parti sur 2 nouveaux studios. J'ai présenté le dossier à la banque. Et la banque, quoi, j'ai présenté, même pas, j'ai envoyé un mail à la banque pour lui dire que j'avais un nouveau projet immobilier. Je lui ai donné les gros chiffres. Le banquier m'a quasiment du tac au tac répondu ok, pas de souci, je vous suis sur ce montant-là, il n'y a pas de problème. C'était une surprise, encore une fois pour moi. Et puis derrière, bah voilà, juste un rendez-vous de signature de crédit, et puis c'est tout, ça s'en arrêtait là, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est fait aussi d'une façon très naturelle et hyper rapidement. On a réussi à avoir ce financement finalement sans avoir négocié, sans avoir à chercher, sur un taux qui était assez correct. Donc on n'a pas non plus cherché à midi à 14 h à négocier le taux pendant 3 plombes. Voilà, on a réussi à avoir du 1,35, c'était bien à l'époque pour les crédits immobiliers locatifs. Donc on était plutôt content de tout ça. Deuxième année qui se passe, deuxième année sans encombre, pareil, donc on gère le locatif des 4 biens du coup, puisqu'on avait 4 biens, aucun problème, aucune vacance locative, un peu de turnover au niveau des locataires, mais c'est normal puisqu'on faisait des étudiants, donc forcément ça bouge un petit peu, mais on arrive à relouer tout de suite, pas de vacances locatives, etc., tout va nickel. Tout va nickel, sauf que je me rends compte que financièrement,
ça nous apporte pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'on a 4 biens immobiliers, oui, certes, on peut être fier d'avoir une résidence principale plus 4 logements, mais au final, on gagne pas un centime par mois, puisqu'en fait, les biens s'autofinancent, voire même, certains mois, on est obligé de mettre une rallonge pour payer les charges de copro. Ce qui fait que du coup, on perd un petit peu d'argent avec ces biens immobiliers. Alors c'est sans doute lié finalement à ce côté justement découverte complète de l'immobilier locatif. J'ai sans doute pas été assez regardant encore sur les tarifs, ou j'ai pas assez négocié les prix, etc. Toujours est-il que les 4 premiers investissements ne sont pas des mauvais investissements, hein, puisque ça nous rapporte quand même quelque chose, mais c'est pas un bon investissement dans le sens où on n'a pas de cash flow positif qui rentre à la fin du mois. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer un peu cette situation? Au niveau temps honnêtement, on est quand même au taquet, donc on peut pas intervenir sur grand-chose. Je tente quand même le coup, je vais quand même voir la banque. Je vais voir la banque, je lui dis, voilà, cette fois-ci, j'y vais en rendez-vous physique, on va dire. Je prends un rendez-vous physique avec lui pour essayer de creuser un petit peu. On avait repéré un projet qui pouvait nous intéresser. Je lui pose un petit peu les questions, je lui montre un petit peu les chiffres. Et il me dit, écoutez, je vais être clair avec vous, c'est-à-dire que le taux d'endettement, oui, on va être au-dessus, parce on était aux alentours de 38-39%, mais vous avez un bon reste à vivre, donc ça me gêne pas, je peux le faire passer. Il me dit, par contre, j'ai un souci, c'est le nombre d'encours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais trop d'encours sur ma tête. Donc les encours, c'est les crédits qui sont en cours, comme le nom l'indique, au-dessus de votre tête, et c'est finalement quelle dette vous avez à supporter au-dessus de votre tête. Et donc ça paraît logique en fait ce raisonnement-là, dans le sens où on avait donc la résidence principale, plus 4 logements qui venaient tout juste d'être démarrés au niveau des crédits, donc on était au taquet au niveau du capital restant dû, et donc du coup forcément on avait un endettement sur nos têtes qui était relativement important. Et donc là le banquier m'a dit non, là je pourrais pas suivre, c'est pas possible. Donc c'est tout, je devais faire une croix finalement sur ce projet, donc c'était un projet d'immeuble que j'avais. Je devais faire une croix sur ce projet d'immeuble, ça serait pas pour tout de suite, quoi. Je suis resté un petit peu quelques semaines, on va dire, à bredouiller un peu par rapport à ça. Et je continuais à me former en parallèle. Je regardais pas mal de vidéos sur Internet. Alors faites attention toujours sur les vidéos d'Internet. Évitez tout ce qui est Lamborghini en 3 jours, etc. Ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, sur des personnes, des financiers, des experts comptables, des choses comme ça qui font ou des notaires par exemple, qui font des conférences en ligne, on peut apprendre quand même pas mal de choses. Alors après, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez voir les vidéos, vous allez faire finalement naturellement le tri entre ce que vous retenez ou vous retenez pas. Mais l'idée, elle est quand même plutôt bonne d'aller sur YouTube, regarder les vidéos, on apprend quand même énormément de choses par ce truc-là. Et donc du coup, je me dis, voilà, comment je peux faire finalement pour casser cette barrière que m'a imposé le banquier, qui m'a dit clairement que voilà, que lui aujourd'hui, à l'instant T, il pouvait pas me prévenir, il pouvait pas me suivre. Peut-être que si je revenais dans un an, la situation serait différente, parce que forcément, on aurait remboursé du capital entre deux, mais qu'aujourd'hui, c'était trop compliqué. Et puis je repensais justement à une de ces vidéos que j'ai vues sur YouTube qui évoquait la possibilité finalement de se débarrasser, ou plutôt l'opportunité ou non d'avoir une résidence principale. La résidence principale, en fait, on se rend compte que ça nous grève énormément notre taux d'endettement et notre charge d'un peu de crédit qu'on peut avoir sous les épaules, sans nous ramener de revenus en face. C'est ce qu'on appelle les investissements passifs. Donc ça veut dire que du coup, on a un bien immobilier, certes, oui, on le rembourse tous les mois, mais il ne nous rapporte rien du tout. Et donc du coup, ça c'est assez pénalisant quand on veut faire du locatif, puisqu'on recherche, quand on fait du locatif, on cherche que des placements qui sont actifs. Donc il y a des choses qui nous ramènent de l'argent. Et puis donc je réfléchis par rapport à cette fameuse résidence principale, et je me dis comment on peut faire pour essayer de limiter l'impact de la résidence principale sur nos finances. Et puis, une question en venant une autre, on est en train de voir un petit peu, et on voit avec le banquier pour finalement augmenter assez significativement l'échéance de crédit de résidence principale, pour monter au taquet de ce que pouvait nous suivre la banque. Alors de tête, on doit être vers 38% d'endettement, ce qui fait que du coup, on avait les grosses mensualités pour notre résidence principale, mais du coup par cette opération-là, on avait réussi à gagner 5-6 ans de remboursement de crédit. Donc c'était pas mal, ça veut dire qu'il nous resterait encore 6-7 ans à rembourser de crédit, et après on pourrait repartir sur du locatif. Donc on part là-dessus, et puis donc on arrive à économiser quelques années comme ça de crédit immobilier. Maintenant 6-7 ans c'est loin, c'est très loin, c'est très long, surtout quand on est un petit peu impatient comme moi. Et du coup je me dis qu'est-ce que je peux faire quand même pour réussir à continuer dans l'investissement locatif sans avoir ces barrières justement, et voilà, comment je peux faire pour m'élever un petit peu au niveau du locatif. Je vois encore d'autres vidéos, et notamment une vidéo assez inspirante qui évoquait finalement les arbitrages immobiliers. C'est-à-dire que la question, c'était de se dire qu'à un moment donné, quand on était déjà un petit peu avancé dans l'immobilier, on allait devoir faire des choix de biens immobiliers
pour dire bah tiens tel bien je vais le revendre pour pouvoir racheter autre chose, etc. Donc faire des arbitrages. Alors à l'époque où j'avais regardé la vidéo, bah, une fois de plus, je me disais que c'était pas pour moi. C'est-à-dire que voilà, celui qui paraît, il y avait un patrimoine de plusieurs millions. Moi, j'étais loin de tout ça, j'étais loin de sa planète, et donc c'était pas applicable à ma situation. Et clairement, j'avais pas envie de regarder ce truc-là. Euh, mais j'ai repensé à cette vidéo et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? Pourquoi on n'essaierait pas de creuser cette piste-là? Il y a des biens qui aujourd'hui nous rapportent pas un euro. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas en vendre un petit peu, en vendre quelques-uns, en vendre deux, j'en sais rien, pour essayer de débloquer un peu la situation et pouvoir devenir un peu plus bankable et un peu sexy au niveau des banques. Et donc on a porté notre dévolu sur notre duplex. Donc le duplex, c'était un appartement qu'on avait acheté, pas par dépit, mais c'était pas trop notre recherche initiale, parce qu'initialement on cherchait plutôt des studios pour faire des étudiants. Et puis bah voilà, on a vu l'opportunité du duplex, c'était plutôt sympa, il était déjà loué, etc. par quelqu'un de fiable. On s'était dit pourquoi pas, mais c'était pas forcément notre coup de cœur initial, quoi. Et donc du coup on s'est dit bah tiens pourquoi pas le duplex, pourquoi pas essayer de le revendre, ce qui permettra peut-être de débloquer des freins banquiers avec sur d'autres projets. Par contre, c'est la première fois, c'est pareil, qu'on vendait un bien immobilier. Du coup, ben, on découvre tout de A à Z. Donc, comment ça se passe, comment ça se déroule, voilà, quel document on doit remettre, ouais, on n'avait aucune info, aucune idée. Et puis surtout, avant même de tout ça, je veux dire, c'est déjà combien on doit le vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît surprenant, mais c'est quand même compliqué de savoir, quand on n'est pas du tout dans le milieu immobilier, à combien on doit vendre un appartement. C'était complètement confus. Et donc là, de nouveau, j'ai fait appel à Martine, donc notre agent immobilier, pour lui poser la question simplement. Elle a bien compris que j'allais pas passer par elle, hein, pour faire la vente, hein, je lui ai pas mis à l'envers. Je lui ai expliqué que, voilà, qu'aujourd'hui, nous, on voulait essayer de mettre en vente par nous-mêmes, on va dire, ce bien-là. Et puis, bah, je lui ai demandé simplement si elle avait la possibilité de me faire une estimation, grosso modo, du bien. Donc oui, elle connaissait très bien le marché, donc c'était plus facile pour elle. Et puis donc elle nous a annoncé un joli 67 000 euros pour pouvoir bah, vendre ce bien, à condition qu'il n'y ait pas de travaux à faire dedans. Donc voilà, donc moi j'ai pris ce chiffre-là dans un premier temps. Derrière, j'ai regardé un petit peu et j'ai comparé un petit peu sur certains sites, notamment le site qui s'appelle meilleuragent.com, qui permet par rapport à une adresse de savoir bah, les dernières ventes qui se sont effectuées, etc., à quel tarif elles étaient. Et puis donc en regroupant un petit peu toutes les infos, bah oui en effet je vois que 67 000 c'est plutôt la fourchette haute en fait des prix sur ce type de bien dans la ville où on est. Donc c'était plutôt bien évalué on va dire de la part de l'agent, tant mieux, elle a bien fait son boulot et elle me l'a pas mis à l'envers. Et derrière bah voilà on s'est dit par contre j'ai un souci, bah, c'est que nous on n'avait jamais fait de travaux dedans. Donc nous c'était un bien qu'on avait depuis 4-5 ans. Le locataire en place était là depuis 11 ans. Donc l'ancien propriétaire n'avait fait aucun travaux. Nous, de notre côté, mis à part changer une plaque vitro, mais sinon on n'avait rien fait du coup comme travaux. Donc on va dire que l'appartement restait vraiment dans son jus. Et c'était pas, du coup, ça me paraissait compliqué de pouvoir le vendre à 67 000 euros. Tant pis, je tente la chance, hein, je me dis bah au pire on aura une petite marge de négociation si jamais les acheteurs veulent négocier, et puis bah, je le mets à 67. Donc on le met sur Bon Coin simplement, donc on s'applique un petit peu sur la rédaction de l'annonce, ça je vous montrerai aussi comment, ou j'expliquerai comment nous on a procédé. Derrière je planifie différents rendez-vous pour des visites, et puis bah, je me lance dans cette première vente de biens immobiliers. 30 minutes. Il m'a fallu 30 minutes pour vendre ce duplex au prix, sans négociation. Ça a été un peu une stupeur, puisqu'en fait la stratégie elle est assez simple. Je vous la redonnerai dans un autre podcast, on en reparlera des visites. Mais c'est que j'ai programmé les visites pour que les visites se croisent. Ce qui fait que du coup, à la fin de la première visite, j'étais un petit peu en retard sur le deuxième rendez-vous, mais c'est pas très grave. Et surtout, les acheteurs ont pu se croiser dans le logement, dans le bâtiment. Et du coup, ça a mis un coup de stress aux premiers visiteurs, en fait, qui se sont dit mince, il y a du monde sur le sujet. En discutant avec eux, en plus, ils m'avaient avoué qu'ils étaient partis déjà, qu'ils étaient passés déjà à côté d'une vente juste avant, parce que justement, ils se sont positionnés et puis bah, justement, ils ont appelé, ils venaient d'accepter une offre à quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ils n'ont pas voulu traîner. Et ce qui fait que pendant que j'étais en train de faire ma deuxième visite, j'ai reçu en même temps un mail des premiers et qui me disaient directement qu'ils achetaient le logement au prix, qu'ils faisaient une offre au prix et qui me prenaient l'appartement.
Alors j'ai quand même été jusqu'au bout des visites qui étaient programmées toute l'après-midi pour avoir plusieurs dossiers éventuellement à proposer. Finalement, c'est le seul dossier que j'aurais eu au prix, parce que les autres avaient négocié le prix. Donc c'était le seul qui était au prix. Ce qui fait que du coup, vous voyez, en une demi-heure de temps, en une visite, j'ai réussi à vendre ce duplex à 67 000 euros, donc plutôt la marche haute, on va dire, des tarifs du secteur. Alors oui, bien sûr, on va toujours se dire, bah, est-ce que j'aurais pas pu commencer plus haut? Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Est-ce que j'aurais pas pu le vendre plus cher? Et comme ça, j'aurais fait plus de bénéfices encore. C'est possible, j'en sais rien en fait. Peut-être, oui. Et puis je m'en fous un petit peu, pour être honnête, dans le sens où ça, c'est un bien que moi j'avais acheté à l'époque, donc il y a 4-5 ans, j'avais acheté ça 51 000 euros. Donc 51 000 euros pour le vendre 4 ans plus tard 67 000 euros, ce qui fait qu'on faisait déjà une belle plus-value de 16 000 euros sur ce bien-là. Alors bien sûr, après d'ailleurs, on va payer des impôts sur la plus-value immobilière, mais on faisait déjà quand même une belle plus-value. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant ces années où moi j'étais propriétaire de ce bien, il y a des crédits qui se sont remboursés. Il y a à peu près l'équivalent de 8 000 euros qui a été remboursé. Ce qui fait que du coup, viennent se rajouter à ces 16 000 euros 8 000 euros qui sont liés au remboursement anticipé du crédit. Donc au final, on se retrouvait avec une enveloppe de 24 000 euros, un crédit en moins, 24 000 euros, un petit peu d'impôts en moins quand même, puisqu'ils vont venir nous taper 4-5 000 euros encore sur la vente. Mais on partait quand même déjà avec une belle enveloppe, tout ça en une demi-heure de temps sur un bien qui nous rapportait pas grand-chose. Et donc c'est là-dessus qu'on est parti, et c'est là-dessus qu'on s'est dit, tiens, finalement on a fait une belle opération, parce que moi je connais pas beaucoup de placements où en mettant 0 € pendant 4 ans, vous avez à la fin 24 000 euros qui vous rapportent. Donc voilà. Et donc c'était ce premier pas finalement qui était vraiment le déclencheur pour notre nouveau projet immobilier, qui est l'achat d'un immeuble de rapport. Et donc du coup, je vous propose, c'est dans les suites des autres podcasts, de voir un peu l'avancée de ce nouveau projet et de voir un petit peu par quelles différentes étapes on a pu passer pour mener à bien ou pour tenter de mener à bien, puisque c'est pas encore finalisé, ce beau projet. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, si vous a intéressé, mettez des commentaires, ça me permettra aussi d'aborder certains sujets s'il y a des sujets que vous n'avez pas compris dans la vidéo ou que vous souhaiteriez aborder. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.